numérique pour des territoires plus résilients face à la gestion de l'eau et aux événements extrêmes. Avec nous, on a Pascal Cosut, donc, qui est membre de l'Inspection générale de l'environnement et du développement durable. Claire Ajou, chef de projet en géomatique au sein de la plateforme Connaissance du territoire, portée par la région Sud, l'État, l'INSEE et l'IGN. Arnaud André, président cofondateur de SGEVT, la Société Générale de l'Évaluation des Territoires. Et Joël Dorandeux, directeur de l'unité Observation de la Terre chez Magélium. Et vous êtes aussi représentant du consortium Hydroventure. Merci d'être avec nous. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais donner la parole à Frédéric Brotard qui travaille au CNES, le Centre national d'études spatiales, et notamment sur le projet SCO, Space for Climate Observatory. Merci Raphaël, bonjour. Donc Frédéric Brotard. Je dirige l'Observatoire spatial pour le climat. Alors c'est un des programmes CNES phares, on va dire, dans l'utilisation de la donnée spatiale, des images satellites. Alors, au CNES, on n'a pas que la tête dans les étoiles. Vous allez voir à travers cette première table ronde. La deuxième a lieu demain matin sur les feux de forêt. Mais pour cette première table ronde sur les eaux, eh bien, nous allons avoir des applications extrêmement concrètes, des services à destination des collectivités et de la science, et on va pouvoir en parler dans un instant. Merci. Quelques éléments de contexte. Donc, quand l'eau se raréfie alors que les besoins augmentent, quand les épisodes pluvieux gagnent en intensité, une stratégie avisée de gestion de ressources et d'aménagement s'impose au territoire. Alors, depuis quelques années, des solutions existent, numériques. Elles voient le jour pour aider à accompagner les gestionnaires à s'adapter et à anticiper les risques. Ces initiatives permettent d'ores et déjà d'élaborer des stratégies pour assurer la résilience des activités humaines et économiques. Prendre un peu de hauteur s'avère indispensable et dans cette approche, l'utilisation de l'imagerie satellitaire est d'un prompt renfort. Pour commencer, Pascal, peut-être avec vous, pouvez-vous nous dresser un panorama des problématiques de gestion de l'eau en France et nous dire ce que sont les politiques publiques de l'eau mises en place sur les territoires ? J'ai une demi-heure. D'accord. Une demi-heure. Alors, je suis obligé de faire très très rapide. Il faut partir d'un premier point qui est que l'eau est un bien commun. Ça veut dire qu'il y a différentes fonctions et différents rôles associés à l'eau, que ce soit des aspects de biodiversité, des aspects d'usage et de besoin, des aspects de risque que vous connaissez bien. Donc ça veut dire que pour gérer ça, on doit se doter d'un cadre législatif, c'est le Code de l'environnement, et de décrets ou d'arrêtés qui permettent de mettre en œuvre les décisions réglementaires. Alors pour faire très simple, on va avoir deux niveaux. Il y a un niveau national et un niveau territorial dans la gestion de l'eau. Le niveau national, vous l'avez représenté un peu ici. La politique publique de l'eau est structurée en 11 grandes missions. Rassurez-vous, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en jaune, c'est tout ce qui est lié à la santé, qualité des eaux de consommation, qualité des eaux de baignade. En marron, c'est tout ce qui est lié au risque, notamment gestion des inondations, mais aussi toutes les installations industrielles classées pour l'environnement qui peuvent impacter l'eau. Et puis vous avez en bleu tout ce qui est lié aux différents usages et à la biodiversité. Donc voilà, on a un ensemble de 11 missions de service public qui structurent la politique publique de l'eau. Maintenant, si on passe au niveau territorial, on sent bien qu'on peut gérer de la réglementation au niveau national, mais dès qu'on rentre sur un territoire, on va être obligé d'intégrer l'ensemble des contraintes, des besoins, des usages dans une vision à long terme. Diapo suivante. Et là, oui, Céline, la diapo suivante. Voilà. Là, on a défini des compétences qui relèvent des collectivités territoriales ou des EPCI. C'est ce qu'on appelle les compétences GEMAPI, gestion de l'eau et des milieux aquatiques et protection contre les inondations. Ça couvre l'aménagement des bassins, l'entretien des cours d'eau, la défense contre les inondations, également la préservation des écosystèmes. Donc c'est là que les maires et l'ensemble des acteurs des collectivités territoriales vont être impliqués directement dans la mise en œuvre des politiques publiques de l'eau pour leur donner une cohérence territoriale avec les acteurs des territoires. Je vais arrêter là et on reprendra. On pourra y revenir. Merci beaucoup. Claire, je me tourne vers vous parce que vous allez nous parler d'un appel à projet dont l'aboutissement est l'utilisation d'images satellitaires pour aider les décideurs dans leur prise de décision face à l'enjeu.
Est-ce que vous pouvez nous parler de ces travaux, peut-être aussi votre rapprochement avec le CNES et comment on arrive au spatial sur ces enjeux-là? Merci beaucoup. Donc, pour commencer, en fait, il est important de dire que le spatial est un outil majeur, en fait, qui a été identifié déjà en région Provence-Alpes-Côte d'Azur depuis bien longtemps. Déjà, retracer peut-être le contexte géographique. On est une région qui est fortement marquée par des spécificités climatiques, où on fait face effectivement, donc on a un climat méditerranéen, mais qui est de plus en plus effectivement marqué par des phénomènes de plus en plus sévères. Et très mouvants, on va dire, qui sont derrière, qui nécessitent effectivement de disposer d'outils plus performants et de solutions qui permettent de mieux appréhender ces phénomènes, de mieux les suivre et de mieux effectivement les anticiper. Et le spatial, en fait, c'est un outil qui a l'avantage d'avoir une agilité, une répétitivité, qui permet de vraiment observer, donner des tendances et de pouvoir effectivement mieux calibrer un petit peu ces événements. Et on le voit, on a été touché très récemment, en 2022, des problèmes de canicule, de sécheresse. Je ferai effectivement tout à l'heure, je développerai ce point spécifique qui a donné lieu effectivement à une preuve de concept où on a essayé de structurer, de démontrer le potentiel du satellitaire au travers d'une application. Et d'autre part, on a des événements plutôt de catastrophes naturelles, avec les événements sur la vallée de la Rouya, très récemment Risoul, ce qui s'est passé, ou qui permettent aussi, du coup, qui nécessitent effectivement de pouvoir mieux appréhender ces mouvements de terrain. Et on a des questions aussi liées aux problématiques de sécheresse, où là, il y a des impacts sociétaux, environnementaux. Et c'est dans ce cadre-là, en fait, que petit à petit, le spatial, en fait, est arrivé vraiment au cœur un petit peu de l'action régionale. Tout simplement parce que on a besoin de plus en plus d'outiller les territoires, d'avoir des outils beaucoup plus performants qui permettent de répondre à ces défis changement climatique, qui permettent de performer sur ces sujets. Et donc, dans ce cadre-là, la région, c'est vrai on s'est très rapidement rapproché du CNES. Et donc, il y a une convention de partenariat qui a été établie en 2018, qui a été renouvelée au Salon des Bourgers en 2023. Et dans ce cadre-là, il y a un certain nombre d'actions, d'intention de collaborer, de travailler, effectivement, et de mieux valoriser et démontrer ce que le spatial peut apporter, et ce, auprès, justement, de toutes les strates, on va dire, territoriales. Donc, c'est vraiment l'intention, et donc, ça a donné lieu, effectivement, à la mise en œuvre de certaines preuves de concept que je détaillerai, qui sont chaque année renouvelées sur des problématiques actuelles. Donc, là, cette année, on a développé, justement, la question des indicateurs de sécheresse, de suivi de l'évolution, justement, de ces événements climatiques. Le but étant de montrer, effectivement, ce que ça peut apporter. Et on voit qu'on est vraiment à chaque fois, en tout cas, ce sont des projets qui sont développés en collaboration avec pas mal d'acteurs en région. L'objectif, c'est d'animer, de sensibiliser, de démocratiser l'usage de ces outils. Très bien, vous parlez donc d'épisodes climatiques qui sont liés à des précipitations intenses et qui dévastent les territoires. Arnaud, quels sont les services que propose une entreprise comme SGEVT pour reconstruire des territoires, reconstruire des territoires plus résilients et pour s'adapter aux conséquences du changement climatique? Voilà, donc la SGEVT, comme son nom l'indique, c'est une entreprise spécialisée dans les outils d'évaluation du développement des territoires. Et dans le contexte d'un programme SCO, si Céline pourra mettre la slide d'avant, voilà, dans le contexte d'un programme SCO dont vient de parler Frédéric Brettard, qui s'appelle l'ATTEST, nous poursuivons la mise au point de services pour augmenter la résilience des territoires agricoles essentiellement, en climat actuel et futur, aux aléas d'un couple infernal qui est le ruissellement intense et les longues périodes sèches. Alors ce projet, comme vous pouvez le voir sur la slide, il est porté par un partenariat public-privé qui comprend 2 territoires d'ancrage particulièrement éprouvés par les événements climatiques intenses, l'un dans le département de l'Aude et l'autre dans le département du Nord-Pas-de-Calais. La slide suivante, merci. Notre objectif, c'est de fournir aux décideurs locaux des services qui les aident à répondre à des questions difficiles. La première de ces questions qu'on cherche à adresser, c'est où sont les vulnérabilités de notre territoire. Je parle pour un élu. Qui est adressé dans nos services par un service de notation prédictive de vulnérabilité effectué sur des carreaux de 100 mètres par 100 mètres, basés sur une combinaison de critères fournis par des méthodes reconnues. Céline, si on peut mettre la slide suivante, comme ça, je ne sais pas si vous pouvez voir,
mais ce carroyage est visible à l'écran et plus un carreau est rouge, plus il est vulnérable selon les méthodes qu'on utilise en intégrant le climat. La deuxième question à laquelle on aide à chercher à répondre, c'est comment prioriser les actions de prévention et comment justifier d'ailleurs la priorisation qui est adressée. Alors, si tu peux remettre la slide, celle d'avant. Merci. Je suis toujours dans les outils. Slide d'avant. Bon, peu importe. Comment prioriser les actions de prévention et comment les justifier, qui est adressé par un service de paramétrage multicritères en fonction de la problématique coût-bénéfice qu'elle porte sur l'atteinte aux personnes, aux biens, l'érosion des sols, le coût d'entretien des routes. Selon chaque critère, on aide à prioriser. Troisième question à laquelle on aide à chercher à répondre, c'est quelle est l'efficacité des solutions d'adaptation dans mon contexte territorial. Chaque contexte est différent et cette question est adressée par un service. Alors pour le coup, c'est les 2 slides après. Voilà. On s'intéresse particulièrement aux solutions basées sur la nature, mais pas seulement. Et vous avez ici un exemple de ces solutions en distinguant celles qui sont corroborées par une vérification clairement décrite dans son contexte. C'est ça le point clé de projet ATES, c'est vérifier que les prédictions et la réalité du terrain collent aux prédictions. Et la dernière question qu'on cherche à évaluer, qui n'est pas la plus simple, c'est comment rendre compte et évaluer, qui est adressée par un service où on actualise de façon périodique la vulnérabilité qui permet de mesurer l'évolution de la résilience et rendre compte aux autorités de contrôle, mais aussi aux acteurs du territoire et au public qui souvent est inquiet et cherche à être informé. Alors pour en venir aux données satellitaires, elles sont essentielles. Leur traitement est déterminant pour enrichir et fiabiliser ces services. Les images basse résolution Sentinelle permettent la détection rapide de changements par comparaison avant-après un événement climatique et de sélectionner où aller faire les vérifications terrain. Et les images très haute résolution Pléiade servent à autre chose. Elles permettent la détection actualisée de certains types de dommages, par exemple les vignes ou les cultures endommagées, et les facteurs d'aggravation ou d'atténuation de la vulnérabilité, comme la présence de haies ou l'orientation des cultures. Donc voilà comment nous utilisons les données satellites. In fine, le projet ATES, son objectif est de produire progressivement, dans le cadre d'un commun, des statistiques d'attestation d'efficacité de solution et aussi pour fiabiliser les modèles de prédiction. Voilà. Merci beaucoup. Joël, je me tourne vers vous. Donc, le consortium Hydroventure peut être une solution face aux problématiques hydrologiques. Vous pouvez nous parler d'Hydroventure et nous dire quelle proposition est faite aux collectivités ? Oui, alors, Hydroventure, c'est un groupement de sociétés industrielles et d'organismes de recherche. En fait, alors pourquoi on se regroupe ? La raison essentielle, c'est qu'on prétend, chacun de nous, on ne peut pas prétendre détenir toute la vérité sur chacune des variables. Et aujourd'hui, une collectivité locale ou un utilisateur, lorsqu'il a un besoin, eh bien, ce besoin est forcément multiple en termes d'observation et en termes de paramètres physiques ou biophysiques. Voilà. Donc ça, c'est une raison essentielle pour laquelle on essaye de se regrouper. La deuxième raison, c'est que le spatial, effectivement, apporte une révolution. Donc l'observation spatiale, on en fait le constat bien entendu, nous permet justement d'avoir une couverture globale, pérenne, sur de longues séries temporelles, avec une bonne résolution quand même. Alors on ne dénigre pas les données terrain, bien entendu, dont on a absolument besoin, hein, on continue à les utiliser, et c'est indispensable. Mais aujourd'hui, la donnée spatiale change totalement la donne. Voilà. Elles sont aussi souvent gratuites, ce qui est un avantage considérable, transfrontalière. Donc également au niveau géopolitique, c'est intéressant. Voilà. Donc on essaye, à travers Hydroventure, de mettre en œuvre cette révolution du spatial pour les observations de tous les paramètres. Ensuite, le concept, c'est un service opérationnel d'hydrologie, service d'hydrologie opérationnel.
Alors ça a plusieurs facettes, cette capacité opérationnelle. Ça veut dire qu'on est capable de regarder dans le passé, avec des études de sites par exemple, des séries temporelles très longues, aux échelles climatiques notamment. On est capable de fournir des données en temps réel, de manière opérationnelle, avec des engagements de service. Voilà. C'est pour ça que les industriels sont ici là pour apporter cette capacité. On est capable ensuite de fournir également des analyses scientifiques assez poussées et de la prévision. Un petit peu comme la météo, mais là c'est la météo pour l'hydrologie. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a besoin de capacités de modélisation pour l'analyse et pour la prévision. Et pour cela, on a besoin de s'appuyer sur des compétences qui sont très fortes, souvent dans des laboratoires qui sont associés à notre groupement. On a peut-être vu dans la première transparente tous les partenaires qui sont dans ce groupement. Voilà, le concept c'est ça, offrir un service opérationnel, unique, une réponse complète à tous les besoins qui soient dédiés grâce à la réunion de toutes les compétences. On aura le temps de revenir sur justement tous ces différents partenaires qui sont au sein du consortium. Ça n'aura échappé à personne, on est au Salon des maires. Pascal, je me tourne vers vous. Quel rôle les maires doivent-ils jouer dans l'apport de solutions et de quelles informations ont-ils besoin pour développer ces solutions? Alors, tout à l'heure, j'ai parlé des compétences GEMAPI, gestion de l'eau, des milieux aquatiques et protection contre les inondations, qui sont les compétences qui relèvent des collectivités territoriales, des maires ou des représentants de PCI. Pour mettre en œuvre ces compétences, il y a différentes échelles de temps. Si vous venez d'être élu ou si vous venez de prendre vos fonctions, souvent vous allez avoir besoin d'avoir accès au référentiel. C'est-à-dire quels sont les cours d'eau, quels sont les plans d'eau, quels sont les aquifères, quelles sont les zones humides sur mon territoire. Donc là, il y a un besoin d'informations référentielles. Ensuite, dans le fonctionnement courant, vous allez avoir besoin d'informations sur 3 grands domaines. Les ressources, quelles sont les ressources en eau en quantité et en qualité. Les usages, qui les utilise, pour faire quoi, quels sont les besoins, avec quel volume, quels impacts. Mais aussi ce qu'on appelle les réponses, c'est-à-dire le cadre réglementaire. Quelles sont les obligations, qu'est-ce qui est contrôlé, quelles sont les actions menées pour assurer les équilibres de quantité, de qualité et d'écologie des milieux aquatiques. Donc ce sont les 3 lignes, état des ressources, les données réglementaires, les usages. Et puis vous avez aussi, dans les situations d'urgence, vous avez besoin d'accès à des prévisions à très court terme, c'est le cas des inondations, des prévisions sur vous êtes passé votre département est passé en zone rouge ou zone orange, mais aussi des prévisions de l'extension des zones inondées. C'est ce que fait le CHAPI, par exemple, en prévision des surfaces inondées. Et puis, à plus long terme, vous avez également besoin d'une vision de ce qui va se passer à 20, 30, 40 ans. Donc là, on est dans la prospective, les travaux du GIEC ou d'autres équipes. Donc ça fait un éventail très large. Je ne peux pas rentrer dans chaque détail, mais je vais pointer. Alors, je vous ai mis l'adresse du site Eau-France, qui, pour un élu et une collectivité territoriale, est l'endroit où vous pouvez accéder à la plupart des données dont vous avez besoin. On a parlé d'inondation, notamment de résilience. Par rapport aux événements d'inondation catastrophes naturelles, il serait souhaitable pour un maire d'avoir la cartographie de l'emprise des inondations passées sur sa commune. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on n'est pas encore bien armé. Donc il y a effectivement des besoins d'enrichir l'information au cas par cas selon les thématiques. Ça va être différent sur des problématiques de sécheresse, sur des problématiques de partage de l'eau, sur des problématiques de pollution ou sur des problématiques d'inondation. Toujours est-il que le satellitaire, avec tous les avantages qu'on lui a donnés, permet aussi de produire une information homogène à l'échelle nationale. Il y a des collectivités territoriales riches qui peuvent produire l'information. Il y en a d'autres qui sont beaucoup moins bien armées pour produire cette information. Donc c'est très important que certaines couches d'information soient produites de façon homogène à l'échelle nationale et soient publiques. Et c'est le rôle du site Eau-France. Merci beaucoup. Claire, on va revenir sur votre appel à projet. Si vous pouviez peut-être nous détailler un peu les attentes fixées, nous raconter le parcours. Et je comprends d'ailleurs que l'aventure s'exporte sur le territoire.
Oui, merci. J'aimerais rebondir un petit peu aussi sur des éléments qui ont été annoncés par Pascal. La région n'a pas forcément de compétences opérationnelles, effectivement, par rapport à cette question de la ressource en eau. Néanmoins, elle établit des schémas directeurs, des schémas d'orientation, et elle accompagne les collectivités dans la mise en œuvre. Donc certains de ces schémas directeurs, notamment régionaux, sont même prescriptifs. Et la dimension justement de la gestion des risques naturels, la gestion de la ressource en fait partie, sans nommer le SRADET par exemple. Et c'est essentiel, et le satellite en fait, la nécessité de disposer de données de connaissances, de références est essentielle, et notamment partagée avec l'ensemble des échelons territoriaux. Et c'est vraiment aussi un des facteurs clés qui a permis et qui nous a justement tourné vers justement ces ressources. Et c'est aussi dans ce cadre-là qu'on a souhaité, effectivement, comme je disais tout à l'heure, être vraiment dans ces deux volets démonstratifs, applicatifs. Et donc je refais un petit peu la genèse de la mise en œuvre de ces appels à projets, et notamment de ces POC. Et donc sur la question, en tout cas, de l'hydrologie spatiale, comme je vous le disais, donc c'est les événements de Vilaine 2 qui ont vraiment animé cette volonté d'aller sur la question du monitoring. Donc vraiment avoir des outils de monitoring un peu du territoire. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a lancé donc cette année une preuve de concept donc avec une société donc lauréate, la société MEOS, qui nous a permis de tester justement l'opérationnalité et la complémentarité aussi de ces outils, parce qu'on le voit, comme l'a dit Pascal, il y a énormément de données, il y a beaucoup de données aussi sur le terrain, mais le spatial a l'avantage de prendre un peu de hauteur. Tout à l'heure, je l'avais mis dans ma première diapositive, c'est un instrument qui se veut vertical et transversal. Donc voilà, il a l'avantage de vraiment apporter une vision à un instant T du territoire, tant permettre de faire des analyses diachroniques, mais aussi de faire aussi tout un travail aussi d'analyse prospective derrière. C'est-à-dire de modéliser, de simuler et de pouvoir derrière adapter, on va dire, toutes les pratiques en corollaire de tout ça. Donc c'est tout l'intérêt de cette preuve de son concept et de ces travaux qu'on mène. Donc c'est des missions de courte durée, mais qui se veulent très opérationnelles et qui ont l'avantage d'une part de mettre en place et de développer et d'accompagner une société pour développer effectivement une chaîne de production, une méthodologie sur un sujet spécifique. Donc là, en l'occurrence, on était vraiment sur les questions de définition d'indicateurs de sécheresse, donc ce qui a permis d'établir une cartographie des suivis des parcelles irriguées, l'analyse d'état des surfaces en eau, de sensibilité, mais aussi de voir la complémentarité, mais aussi les limites. Voilà. Et d'autre part, d'associer ça une communauté d'acteurs, donc tant d'experts du domaine du spatial, mais aussi d'acteurs et d'usagers de ces outils. Donc c'est vraiment l'avantage, en tout cas, de cette démarche, de ces initiatives, c'est qu'elles puissent démontrer effectivement que ces outils sont à leur portée, et en même temps permettre à une société aussi d'être certain que les besoins des territoires sont bien pris en compte et que derrière, il y a vraiment une vertu opérationnelle derrière. Donc c'est tout ça qui a permis et qui a donné lieu donc à la mise en œuvre de cette preuve de concept et qui a permis de réunir justement un certain nombre d'acteurs et notamment des syndicats de rivières. Et vous disiez qu'il y a eu un effet vertueux là-dedans, hein, c'est qu'on a l'un des plus gros syndicats de rivières, donc, sans le nommer, hein, sur la Durance, qui s'est saisi justement de cette opportunité pour donner une suite à ce travail et participer et continuer l'aventure, comme vous le disiez, autour de ces outils. Donc c'est quelque chose qu'on s'attache à renouveler. Donc là, voilà, ces appels à projets sont annualisés. Et chaque année, on renouvellera et ce sont des travaux qui se font avec l'ensemble d'un consortium, donc le CNES fait partie, et un certain nombre de membres aussi, d'experts scientifiques et privés. Et voilà. Merci, on le comprend. Donc, aucun des enjeux dont nous parlons ne peut se résoudre sans un travail commun, sans une coopération entre plusieurs acteurs. Arnaud, comment vous fonctionnez justement au sein de cet écosystème ? Comment SGEVT se font autour de cette multitude d'acteurs ? Je vais me mettre dans la droite ligne de ce que vient de dire Claire. En fait, c'est que l'enjeu de vulnérabilité, ça concerne tout un écosystème d'acteurs dans un territoire et qui font face aux mêmes enjeux, mais qui ont des intérêts pas toujours convergents. Donc, c'est pas simple. Et pourtant, il est de plus en plus reconnu qu'aucun acteur isolément ne peut se prémunir sans coopérer avec les autres. Et je dirais même les actions qui sont menées au bénéfice de certains peuvent avoir des conséquences négatives ou positives sur les autres. Alors on s'attache beaucoup dans nos services à partager de la donnée pour permettre un niveau de coopération, de compréhension, d'évaluation justement de la vulnérabilité qui permettent le dialogue. Et après, chacun prend ses responsabilités et décline dans
dans sa propre sphère de responsabilité. Et comme le montre cette slide, en fait, on insiste beaucoup sur la communauté de destin dans une région, si on parle de ces phénomènes climatiques, et on aide les différents acteurs qu'on cartographie à savoir comment un acteur sache comment les autres peuvent passer à l'action. Et il y a beaucoup de projets, des projets d'ailleurs réglementaires ou autres, il y a les PAPI, il y a les PCAET, il y a toutes sortes de projets dans lesquels les solutions d'adaptation peuvent être intégrées et on aide à ce qu'elles le soient avec les bons outils d'évaluation et de mesure. Donc le point que vous avez fait me parle complètement. Et je crois que la coopération, qui n'a rien de simple, est un des enjeux majeurs pour lutter contre ces événements. On a le temps d'une dernière question et après peut-être qu'on pourra échanger avec les personnes qui sont avec nous cet après-midi. Joël, Hydroventure donc, propose un service intégré qui rassemble les compétences in situ, spatiales, ça va jusqu'à la livraison des modèles. Vous couvrez la chaîne de A à Z, entre guillemets. Est-ce que vous avez un ou deux exemples qui illustrent l'aspect complet de cette offre ? Oui, alors on peut prendre des exemples très simples, un peu classiques pour les inondations par exemple. Voilà. Donc malheureusement qui sont illustrés dans diverses régions, notamment cette année. Bon, comment une collectivité locale peut s'intéresser à ce phénomène-là ? Elle va essayer de se protéger, de gérer ce risque. Et pour ça, elle va exprimer des besoins en termes d'observation, en termes d'études de site, en termes de prévision aussi. Et on voit que le besoin, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est multivariable. Donc c'est pour ça qu'on cherche à avoir ce système intégré qui va fournir des données de hauteur, des données de débit, des données de morphologie du terrain, des données des cartes de vulnérabilité, comme on l'a dit tout à l'heure. Et puis aussi, est-ce qu'il y a la présence, par exemple, de plans d'eau qui peuvent être vulnérables aux inondations, pour laquelle la qualité de l'eau va pouvoir être impactée. Ça peut avoir des impacts économiques ou même sur le plan touristique, voilà, ou sanitaire, bien entendu. Donc on voit que tous ces paramètres, ils sont multiples. Et c'est pour ça qu'on fournit un système intégré et un service intégré réunissant toutes les compétences. Alors il y a l'observation, dans le deuxième point qui est très important, comme vous l'avez dit, c'est on part d'observation spatiale in situ et on fournit des produits à valeur ajoutée, mais aussi on a une capacité de modélisation et de prévision. Voilà, ça c'est très important de réunir dans ce service intégré cette capacité observation, modélisation, prévision et d'intégrer toute la chaîne de la valeur depuis les résultats de la recherche, qui sont des organismes qui sont associés à notre groupement, jusqu'à des produits purement opérationnels, des indicateurs à forte valeur ajoutée. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a une réaction autour de nous. Si vous souhaitez réagir ou poser une question, vous pouvez vous manifester. Peut-être une dernière question pour vous, Pascal. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment la donnée satellitaire, on va y arriver, a permis une connaissance de la ressource en eau, je comprends, beaucoup plus homogène sur l'ensemble du territoire et au niveau national ? Oui, on peut donner un exemple. Là aussi, très schématiquement, on a 3 stocks d'eau douce. On a les nappes souterraines, c'est le plus important. On a le manteau neige et glace et on a les plans d'eau. Le manteau neige et glace, au cours des 30 dernières années, on a perdu 30% de son volume. On est passé de 12 milliards de mètres cubes au 1er avril, c'est la date de référence, le 1er avril, à 9 milliards de mètres cubes. On a perdu 30%, on va les perdre presque intégralement dans les 50 ans qui viennent. Donc quand on perd un des compartiments de stockage, il faut se poser des questions sur comment on gère les deux autres, comment on renforce l'infiltration. Alors, on a une bonne connaissance des aquifères, on avait une moins bonne connaissance des plans d'eau au niveau national, et on a mené au cours des 2 dernières années un travail d'inventaire national des plans d'eau en utilisant de la donnée dans les bases de données nationales et de la donnée satellitaire. Donc vous avez ici sur le schéma la diversité de ces plans d'eau, le résultat de l'inventaire, avec plus de 330 000 plans d'eau de plus de 0,1 hectare, qui est la référence. Et grâce au satellitaire, on a pu développer un dispositif qui permet de suivre l'état des stocks d'eau dans ces retenues. C'est la diapositive suivante, Célie, c'est possible ? Voilà. Donc, alors, c'est pas très visible, mais j'ai pris l'exemple du barrage du Verdon, si je ne me trompe pas.
près de Cholet. C'est Cholet Agglomération qui le gère et qui sert à répondre aux besoins notamment d'eau potable. On utilise les satellites pour observer toutes les semaines la superficie du plan d'eau et on la traduit en volume. Et on est capable de faire ça à l'échelle nationale grâce aux travaux développés avec l'aide du CNES par des laboratoires de recherche, par des entreprises et avec une cohérence d'ensemble qui est poussée par le ministère de la Transition écologique. Et donc on a maintenant un observatoire national des stocks d'eau dans les barrages qui va couvrir 10 000 barrages d'ici la fin de l'année prochaine. Et ça, on ne l'avait pas avant. Voilà un exemple d'utilisation du satellitaire pour un produit public homogène au niveau national et qui concerne les stocks d'eau mobilisables pour faire face au changement climatique, par exemple. Merci beaucoup. Je crois qu'on a un tout petit peu dépassé le temps qui nous était donné. Pascal, Joël, Claire et Arnaud, je vous remercie. Merci à tous et je crois que Frédéric veut donner un dernier petit mot. Merci beaucoup, c'était passionnant. Je pense que vous partagez avec moi ce constat. Alors nous avons un très beau stand qui est juste là, vous voyez, les solutions satellitaires. Je vous invite à poursuivre votre voyage sur le stand du CNES, mais également sur le stand des sociétés qui produisent un certain nombre de services en lien avec l'eau, en lien avec le stockage de carbone. Bref, vous pouvez nous retrouver là-bas et on sera ravis de continuer nos échanges. Merci beaucoup.